Il était une fois ma rencontre avec Dave Janis, un être lumineux, curieux, au cœur d'enfant. Dave, je l'ai rencontré lors d'une conférence à l'école de théâtre. Il venait aborder son processus de création avec le Théâtre Ondinek, puisqu'il était le directeur artistique. C'était la première fois où j'entendais comment le théâtre autochtone se traduisait en salle de répétition. Ça m'a beaucoup parlé. Il racontait comment ils intègrent dans le processus des marches en forêt, des discussions autour de leurs rêves, des choses qui me parlent beaucoup. Quelques semaines après la conférence, on est allé prendre un café. Je voulais savoir comment c'était possible de construire un personnage autochtone, puisque je le suis pas. Je voulais son aide, savoir avec qui je pourrais travailler ce type de personnage. Il m'a donc proposé de choisir une communauté, de lire, de m'instruire, puis simplement essayer de l'écrire, qu'il allait ensuite me relire. C'est ainsi que des cafés rencontres se sont construits. C'est devenu un ami. Ce que je reconnais en lui, c'est cette capacité à mêler rituel, onirisme et réalité. C'est quelqu'un qui n'attend pas, qui fait, qui apprend, qui est dans l'action. Et je l'admire dans sa fouille. Dave, c'est un comédien, un auteur, un metteur en scène, un directeur. Dans cet épisode de Nomade, je vous invite à vous ouvrir à son monde créatif. Bienvenue dans l'univers de Dave Janis. Mettons que quelqu'un te croise, Dave, en voyage. Oh, en voyage! Tu sais, mettons, t'es comme dans vraiment un lieu de détente, puis on te demande, toi, qu'est-ce que tu fais? Comment toi, tu te décris? Eh là là! On dirait que j'ai de la misère à dire que je suis un artiste. Je sais pas pourquoi. Je dirais que... Je dis souvent que je suis un gars qui est dans le domaine des arts, puis que je suis un touche-à-tout. Mm-hmm. Puis je dis souvent que je suis un auteur, je suis un metteur en scène. C'est pas mal ça. C'est aussi simple que ça. Mais ça a pris du temps. Aussi. Oui, j'étais un comédien, mais je joue moins qu'avant. Mais ouais, ça a pris du temps avant de dire, hey, je peux dire qui vraiment je suis, puis qu'est-ce que je fais dans la vie. Mais je suis très cachetier. Les gens, ils savent un peu qui je suis, mais je cache beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Pourquoi? Ben, je pense que c'est mon côté un peu timide. Je garde beaucoup de choses plus personnelles. Bon, les gens, ils savent que je cours, là. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je cours énormément. Mais si je suis pas quelqu'un qui expose vraiment sa vie de famille, sa vie amoureuse, je garde ça pour moi. Je garde ça pour moi. Ouais. Puis le travail, ben, je suis pas quelqu'un non plus qui expose tout ce qu'il fait. Donc, parfois, si j'ai quelque chose vraiment que je pense qui peut être essentiel pour que les gens puissent venir le voir, ça, je le mets, mais j'écris pas tout ce que je fais parce que ça serait trop. Ouais. Ouais. Mais là, nous, on s'est rencontrés parce que tu donnais une conférence dans ma classe. Hey, ça fait longtemps. Ben oui, là, ça fait comme 2 ans. Ouais. Puis, en fait, ça m'avait vraiment frappée parce que tu étais venu pour parler du théâtre autochtone, Mm-hmm. en nommant que tu étais directeur artistique du Théâtre Ondinek. Ouais. Mais là, d'ailleurs, ça, on en reparle, mais j'ai plein de questions sur la suite de ce qui s'en vient pour toi. Oui. 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 Mais justement, j'avais été full frappée parce que tu parlais de toute ton utilisation des rêves Mm-hmm. dans ta démarche artistique puis Mm-hmm. sur scène. Oui. Puis c'est la première fois que j'étais comme, wow, même dans la démarche artistique, ça me parle. Tu sais, Oui. c'est comme un. Ça m'avait full parlé. Ouais. Ouais. C'est pour ça que 2 ans plus tard, tu es là à côté de moi. Ça veut dire que ça te parle encore. Oui. Mais oui, mais après aussi, j'ai appris à te connaître, là. Avec le temps. Ben aussi, oui, les rêves, ben c'est pas venu de nulle part. Tu sais, il faut dire que je suis dans la compagnie Ondinek depuis 2002, donc ça fait quand même longtemps. Puis c'est la démarche que j'ai appris avec Yves Sioui-Durand et Catherine Jonca, qui sont les anciens directeurs artistiques de la compagnie. C'est comme ça que j'ai appris justement à travailler, à partir des rêves, sous forme de moments ou de séquences très ciblées, de discussions où on s'assoit,
on dirait, je pourrais dire un peu de méditation à travers ça, pour se rappeler un peu d'où on vient, puis c'est quoi, à quoi on a rêvé. Puis après ça, à partir de là, ben, on peut tisser des choses, on peut tisser des histoires, puis ça, ça fait partie de mon processus, en fait, de création. Je travaille beaucoup comme ça. Mhm. Bon, ça peut paraître étrange des fois, on dirait, ah, mais j'ai pas rêvé. Oui, ça arrive des fois de pas rêver, mais des fois, on peut demander de rêver à quelque chose, puis on peut le voir en image. Puis, mais je pense que c'est important de toujours prendre des notes. Quand on rêve à quelque chose, puis on fait Oh, ça peut être intéressant, on l'écrit. Mhm. Parce qu'on ne sait jamais, des petites choses simples qui peuvent servir plus tard dans le Ouais. travail. C'est pas tout qui est utilisable, mais ça peut servir, ouais. Puis c'est Ouais. quoi tes types de rêves? Mes types de rêves. Parce que, tu sais, on a toute une façon de rêver vraiment différente. Ouais. Ben, de ce temps ici, je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup que je suis parti en voyage. Je me déplace ailleurs, dans d'autres territoires, euh, dans d'autres pays. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que je suis en mouvement? Je pense que oui. Dans ma vie, je suis en déplacement, en mouvement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on rêve d'un autre pays qu'on va nécessairement aller dans ce pays-là où on va voyager partout. Mais je pense qu'il faut que j'y écoute que. Mais en fait, j'ai toujours été un nomade. Mhm. Euh, je me tanne d'être toujours au même endroit. Donc, je reste à des endroits, mais après un certain temps, ben, il faut que je change. J'ai toujours un petit calepin proche, j'ai toujours le goût de griffonner quelque chose, mais j'aimerais beaucoup vraiment décrocher, là, de pas... Mais c'est dur, c'est tellement dur dans ma tête, là. Il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps en mouvement. Ouais. Je suis capable parfois de vraiment me reposer, mais si j'ai vraiment un flash, je dois le prendre en note, je dois l'écrire. Ben oui. Euh, Donc, mais tu sais, j'y vais pendant le temps des fêtes, là aussi, là, proche du jour de l'an. Donc, ça va être une période un peu plus tranquille pour décrocher aussi. Ouais. Mais j'ai pas l'intention d'amener mon ordinateur. Donc, ça, c'est Ouais. sûr que si j'amène pas l'ordinateur, il y aura pas d'écriture, mais il va y avoir peut-être, comme je dis, des écrits à la main dans mon cahier. Ben oui. Ouais. Puis c'est bien parce que je trouve que le moment où tu décroches complètement, il y a comme un moment où tu le sens quand ça revient, tu sais. Il y a comme un moment où tu fais vraiment le repos, puis le moment où ce que tu sens de Ah, OK, là, j'ai une impulsion parce que c'est comme tu sais exactement. C'est comme si tu fais le ménage. Mm, Comme tu laisses vraiment ouais, qu'est-ce qui est instinctif venir, puis primordial, comme une nécessité de prendre parole, tu ouais. sais. Mais j'ai vécu ça l'année passée. Je suis chanceux, là, depuis 2 ans, je me déplace pour le travail. Mhm. Puis j'en profite pour prendre un peu de temps pour moi, des vacances. Puis l'année passée, je suis allé en Allemagne avec le Centre des auteurs dramatiques. Ah, On est allé faire wow. des lectures à l'Université Passau dans un colloque. Mais on a profité pour prendre des vacances en même temps. Puis là, j'ai vraiment décroché. Mm. Même si je suis allé un peu pour le travail, après ça, j'étais vraiment là-bas. Ouais. C'est vraiment là-bas. Ça, c'est ça qui est difficile des fois dans notre métier, c'est t'es-tu avec moi ou t'es pas avec moi? Ouais. Ouais, ouais. Surtout que les gens avec qui on est, là, euh, essayer de décrocher complètement, c'est pas évident à la maison. Fait que des fois, en voyage, c'est ça qui fait que on peut se reposer plus. Ouais. Mm. Mais parce qu'il y a de la nouveauté. Fait que Il y a de la nouveauté. Puis moi, je suis Ouais. un autre secret. Je suis un mordu d'histoire. Donc, Ah. j'aime beaucoup l'histoire médiévale, tout ce qui est château, tout ça. Je sais pas pourquoi. Et je suis un fou. Ça paraît bizarre, mais j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand je suis allé en Allemagne, tu peux-tu dire que le petit gars qui tripait sur l'Allemagne quand il était enfant, il a tripé Ouais. vraiment solide. Ben oui. Ouais. Fait que. Ouais. Puis là, c'est ça. Quand je suis allé à Paris dernièrement, ben, j'ai eu la chance d'aller à Poitiers
pour aller travailler, pour faire une lecture là-bas. Puis, j'ai couru Poitiers. Et c'est une ville médiévale, là, je veux dire. S'il y a des... J'ai trippé. J'ai trippé, puis je faisais juste marcher, puis c'est ça. C'est- Quand je fais ça, j'essaie de tâter le pouls, puis je me dis tout le temps, OK, il y a du monde qui a marché ici, il y a 400, 500, 1000 ans. Mhm. Je me fais des histoires dans ma tête. Mais oui, ouais. Ouais. Mais parce que c'est comme s'il y a plus de... Comme il y a encore des choses, des bâtiments qui sont là, Oui. c'est comme si, là, on le voit automatiquement, on le voit comme, ah, ben c'est pas notre architecture, c'est Non. pas notre style, fait que ça se voit. Mais c'est un peu comme ici, il y en avait. C'est juste qu'il y a moins de traces dans le sens où... Moins de traces, c'est fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais ce serait le fun qu'on soit baigné là-dedans. Mais je pense que ce qui fait aussi peut-être la force de l'Europe, c'est que, à comparer à ici, je pense qu'il y a un plus grand respect pour ces bâtiments-là historiques. C'est vrai. Ici, oui, il y a certains bâtiments qui sont considérés historiques, mais, tu sais, je suis pas trop pour la chrétienté, mais le meilleur exemple, c'est les églises. Je veux dire, on transforme Ouais. les églises en n'importe quoi. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça la différence avec l'Europe, là. Ouais, on a été à Natashquan, puis à Nutushquan, Ouais. parce qu'il y en a deux à côté, tu sais. Ouais. Puis ça aussi, c'est un truc qu'on remarquait, tu sais, il y avait il y avait des centres de communauté ou est-ce que des centres culturels aussi, où est-ce qu'il expliquait un peu comme les gens de là-bas, comme comment ils vivaient, qu'est-ce que leur culture propre à eux, comment ça se passait. Mais c'est vrai que tu vois que l'argent, il est pas mis à comme faire attention à tous les endroits, tu sais. Il y a comme... C'est intéressant parce que c'est la première fois que j'étais aussi proche, je pense, de communautés autochtones. Ouais, mais c'est ça, hein. Il y a des communautés première qui sont... fois. Ouais, il y a des communautés qui sont plus riches que d'autres. Il y a Mhm. des communautés qui ont une façon de... je dirais d'être... Ben, qui sont plus communautaires dans leur approche que... Mhm. Tu sais, le système politique des communautés, c'est vraiment un système qui a été implanté par les Autochtones, puis c'est un système Oui. qui fonctionne un peu comme les élections qu'on retrouve ici, là. Donc, un 4 ans à la chefferie avec un chef puis des conseillers. Donc, comme un premier ministre avec ses conseillers, ses ministres. Mhm. Puis ça l'amène souvent à des conflits internes parce que c'est souvent des clans, des familles qui prennent le pouvoir. Fait que là, l'autre famille n'est pas contente. Mhm. Fait qu'il y a du déchirement. Puis on sait aussi que souvent les conseils de bande reçoivent l'argent d'Ottawa, puis c'est avec l'argent d'Ottawa qu'ils gèrent leur communauté. Mhm. Donc il y en a qui sont très peu, je dirais très peu actifs du côté économique. Donc ça amène, comme tu dis, des inégalités entre certaines communautés, puis il y a des communautés qui c'est très, très riche. Exemple, on s'en va à Wendake, à Québec, avec les Wendat. Bon, ben, il y a un hôtel, il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'argent. Chez les Cris, dans le Nord, beaucoup aussi beaucoup d'argent. On a su développer, ils ont su développer à leur manière des gens d'affaires plus que d'autres communautés. Mais ce que je trouvais fou, c'est de voir que les deux sont juste à côté. Mm-hmm. Puis c'est comme si il y avait, comme tu sais, t'avais justement les Autochtones et leur communauté. Mais la différence, c'est que j'avais l'impression que c'était comme si la communauté s'occupait du centre culturel. Oui. Puis juste à côté, qui était leur ancien village, parce qu'ils se sont fait transférer ils ont comme fait un switch. Mm-hmm. Ben, ils en parlent pas du tout. Ce qui est quand même bizarre parce que c'est juste à côté, puis c'était leur territoire avant. Ouais. Fait que c'était étrange de voir que c'est vraiment séparé aussi. Comme si la culture que chacun montre est séparée quand pourtant c'est les mêmes territoires, tu sais. C'est Ouais, triste. je sais pas. Il y a peut-être une forme de malaise à travers ça. Un bon exemple, là, c'est... Tu sais, t'as le village des Escoumins sur la Côte-Nord, puis t'as Ouais. Issipit, qui est comme la communauté Innu. Ouais. Mais c'est vraiment imbriqué l'un dans l'autre, mais il y a quand même encore une espèce de division. Mhm. On sait pas pourquoi, mais... Est-ce que c'est un peu ça que tu abordes dans Toubkal? Ben, le spectacle, il aborde plein de choses.
bon, quand on lit le titre, là, on dit Dobquan, Mhm. nos territoires intérieurs. Donc, Dobquan, c'est un mot en Wolastoqey qui veut dire terre. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, terre, ça, c'est ma vision, mais la terre, c'est ce qui a façonné l'humain. C'est ce qui nous a façonné. Puis nos territoires intérieurs, ben c'est tout ce passage-là qu'on doit faire. C'est notre vie, en fait, c'est notre chemin qu'on doit faire, puis on essaie de comprendre le mieux d'où on vient. Je m'appelle Sylvie Drapeau. Ça fait 40 ans que je suis comédienne de théâtre. Qu'est-ce qu'on cherche au fond? Qu'est-ce qu'on cherche au fond? Est-ce que c'est tant l'objet ou est-ce que c'est ce qu'il représente? Et donc, si c'est ce qu'il représente, c'est déjà existant. Cette histoire de la quête du wampum, la quête de ce qui nous unit, c'est tout ce que je cherche. Je pense que le public, c'est tout ce qu'il cherche aussi. Puis, quand on va au théâtre, qu'est-ce qu'on veut? On cherche la transcendance. Hein? On cherche à s'élever au-dessus de la condition humaine. Puis, tu sais, si veux pas, il y avait cette question politique-là qu'on voulait mettre dans le texte en lien avec le wampum. Puis le wampum, c'est venu assez rapidement qu'on avait le goût de travailler avec cet objet sacré-là parce qu'on se disait, nos territoires intérieurs, c'est ça, c'est chacun a son propre territoire. Fait que là, on s'est dit, hey, chacun pourrait être une perle de ce wampum-là. Mhm. Fait que c'est un peu comme une métaphore qu'on s'est créée au départ. On a dit, OK, chaque comédien est une perle, chaque spectateur est une perle, puis pendant le spectacle, on va tout tisser ça ensemble, puis on va créer notre propre wampum. Et on va se l'échanger on va échanger le spectacle avec les spectateurs. Ça va être notre accord, en fait. Mhm. Notre cadeau qu'on va leur offrir, ce wampum-là. Ouais. Fait que c'est parti comme ça. Puis là, après ça, ben là, évidemment, on a décidé d'y aller avec un personnage plus central qui comprend pas trop la nécessité du wampum qui a été volé dans sa communauté. Puis qu'il est lancé un peu dans cette arène politique-là. Puis finalement, il se rend compte qu'il faut qu'il le retrouve, le wampum, s'il veut ramener la paix dans la communauté. Mhm. Est-ce qu'il le retrouve? On le sait pas. Mais à travers cette quête de retrouver le wampum, il va retrouver beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur lui, sa famille, sa langue. Tu sais, ça... Veut pas, toutes ces choses-là font partie de mes écrits, ça revient souvent. Même si on était deux à écrire le texte, on dirait que ça fait partie de l'écriture. Mhm. C'est un beau voyage. J'ai hâte de Puis il y a voir. plein de langues aussi qu'on utilise. C'est vraiment... Il y a un petit peu de Wolastoqey, il y a de l'Innu beaucoup. Gahin, Gahaga, la langue Mohawk, français, anglais. Donc, ouais. C'est un voyage à travers plusieurs communautés. Justement, vous étiez 3 compagnies de théâtre, je pense, à monter ça. Ouais. Ça a été comment justement de mélanger tous vos apprentissages puis votre démarche? Ben, ça a été vraiment facile. Puis ça, c'était mon idée de départ parce que vu que les 40 ans d'Ondinoc se fêtent cette année, j'avais le goût de faire un gros happening, quelque chose de vraiment gros qui allait frapper fort. Puis je voulais travailler avec des amis qui ont créé leur compagnie après avoir passé chez Ondinoc. Donc, Manantagouane, Production à une, et Ondinoc. Puis c'est là que l'idée de nous unir, en fait, c'était ça. T'sais, le wampum, ça l'unit. Fait que là, c'est là l'idée de « Hey, on s'unit puis on fait quelque chose. » Ouais. Alors, on a créé ce spectacle-là, mais ça a été facile. Je sais pas pourquoi. On dirait que on s'est assis puis on a fait « Bon, ben, qui veut faire quoi? » Ça a été ça. Et il y en a qui ont dit « Ah ben, nous, on veut juste se concentrer sur jouer. » Il y en a qui se sont dit « Ah ben, moi, je veux juste faire de la mise en scène.
Fait que le texte est arrivé un peu comme un hasard entre les mains de Xavier puis moi. On s'est dit, bon, ben, OK, on va écrire. Fait que ça a donné quelque chose je dirais de très, très fort. Pas juste dans le sujet de la pièce, dans l'écriture, mais aussi dans ma façon de travailler, parce que j'étais tout le temps solitaire. Là, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre. J'ai appris à travailler à deux. J'ai connu un être vraiment exceptionnel en Xavier. C'est quelqu'un qui est comme moi, très passionné. Donc, deux passionnés ensemble qui écrivent, ça faisait des flamèches. C'était vraiment... Puis on était toutes les deux, des fois, on prenait des moments, on a pris quelques semaines, là, des fois, partis en chalet pour écrire. Puis là, on avait des pics. Là. OK, on écrit ça. Puis là, on écrivait. Puis après ça, ah non, c'est pas si bon que ça. Non, on l'écrit pareil. On le garde, on sait jamais, ça peut servir. Ouais. Mais puis la mise en scène, ben c'est Soleil. Puis on y a laissé son univers. Soleil Launière, c'est quelqu'un aussi de très, très posé, très calme. À comparer à Xavier puis moi, c'est quelqu'un qui est très, très dans le ressenti. Puis qui a amené tout son univers de la performance, du travail avec le corps. Fait que, ouais. Mais ça a été facile. Ça a été facile. Beau processus. Ouais. C'est pas tout le temps évident, là. Je sais qu'il y en a qui ont déjà vécu des moments plus difficiles dans des processus à plusieurs. Mais nous, ça s'est quand même bien passé. Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent de voir ce spectacle-là, tu sais. Que ça a été comme, c'est chouette de vous réunir tous ensemble puis de célébrer aussi. Ouais. Le théâtre autochtone. Ouais. Faut dire que 40 ans, c'est quand même exceptionnel. Ben oui. Ça n'a pas été 40 ans de facilité. Mais le choix de faire ce spectacle-là aussi, puis toutes les autres activités autour du 40e, dont l'exposition, le livre sur Ondinoc que Yves et Catherine ont pris presque 4 ans à écrire, ça fait partie pour moi de cadeaux qu'on offre au public, mais qu'on s'offre à nous, puis qu'on offre à Yves et Catherine. C'était une façon de remercier pour ce qu'ils nous ont donné. Ils ont ouvert le chemin. Puis, je sais pas si on serait encore là. Si on avait eu cette opportunité-là avec Yves et Catherine, avec Ondinoc. Peut-être qu'on aurait découvert le théâtre autochtone d'une autre manière, mais... Ils ont fait beaucoup pour nous, pour la nouvelle génération. Ouais. Puis là, maintenant, c'est moi qui suis un peu comme le transmetteur. Là. J'ai le goût de transmettre aux plus jeunes, à d'autres. Ouais. C'est fou quand même de penser de la personne que c'est un peu ces personnes qui l'ont pris sous son aile puis qui leur apprennent beaucoup. Puis de devenir cette personne-là par la suite. Oui. C'est vraiment comme wow. Ouais. Mais là, c'est là que tu te rends compte que t'avances en âge, t'as une autre manière de voir la vie, une autre façon de voir le théâtre, une autre vision. Puis je pense que j'ai cette facilité-là à travailler avec les gens. J'ai fait pas beaucoup, mais j'ai fait quand même quelques ateliers... au moins une quinzaine. Là. Puis, je trouve que s'il y a quelque chose que je peux dire sans me péter les bretelles, je pense que je l'ai avec les gens, avec les jeunes pour enseigner. Ouais. Puis encore, aujourd'hui, j'ai ce désir-là de transmettre. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer après l'année du 40e. Il y a des pourparlers, là. C'est juste que je peux pas trop m'ouvrir là-dessus, mais il y a des pourparlers. Mais vous en avez fait beaucoup, tu sais, comme le livre, on est venu, nous, au FTA. Oui, Vous avez fait une lecture. Oui. C'était vraiment touchant. Oui. De voir aussi comme la compagnie elle-même, comment tout ce ça que a vous avez commencé. traversé, tout oui. ce que... Oui.
Il y a quelque chose aussi dans l'histoire d'Ondinoc, tu sais, à Montréal. Ouais. Puis là, au quartier des spectacles aussi. Mais là, le quartier des spectacles, là, l'exposition est maintenant terminée, mais ça a été là un peu plus d'un mois, puis ça a été... je pense que ça a bien été, ça a été un bon succès. Ouais. Ça a permis de comprendre un peu plus la compagnie Ondinoc, mais les autres compagnies aussi. Parce que c'était une exposition sur Ondinoc, mais c'était une exposition sur le théâtre autochtone francophone aussi. Ouais. Ça permet tout le temps de faire des ponts aussi, parce que veut pas, vous comprenez dans certaines réalités, dans votre démarche artistique, il y a des trucs que vous pouvez... tu parles de ta compagnie, mais tu reconnais aussi d'autres compagnies, parce que veut pas, il y a des parallèles des fois, tu sais. Oui. Ben c'est ça, en fait, les autres compagnies, c'est tout du monde qu'on connaît. Alors, il y a un petit peu... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu d'Ondinoc, mais tout le monde a pris son chemin et tout le monde a amené son univers, son propre univers, puis on a créé des compagnies qui ont un message à apporter, mais qui l'amènent tellement d'une façon différente. On a tous un mandat différent comme compagnie autochtone, puis on travaille tous différemment. C'est ça qui est le fun. Il y a une richesse là-dedans. Puis il n'y a pas personne qui jalouse l'autre compagnie. Il n'y a pas personne qui joue nécessairement dans les... je pourrais dire dans les plans d'un autre. Puis on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, pour ce qu'on fait. J'ai une question. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a donné envie de toi-même faire des histoires? Ou peut-être que tu te rappelles plus? C'est pas une histoire, mais c'est une situation, en fait. C'est une situation... en fait... mon premier texte, je l'ai écrit en 2008. Donc, j'ai joué chez Ondinoc à partir de 2004, comme acteur, tout ça. Mais la communauté dont laquelle je fais partie, les Wolastoqey, Malécite, peut-être que ça va ouvrir plus pour certaines personnes d'entendre ce mot-là, leur esprit. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette richesse-là, ce renouveau, cette reconquête de la spiritualité autochtone, de la nation. Il n'y avait pas toute la culture, le retour à vouloir apprendre la langue, l'apprentissage. On avait une très grande pauvreté culturelle. Et moi, je voulais devenir un acteur, donc... Et je me souviens qu'à cette époque-là, je disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que j'avais essayé de rentrer dans les écoles, ça n'a pas fonctionné. Puis je me souviens d'avoir été voir ma communauté pour leur demander de l'aide pour pouvoir aller étudier en Europe, le théâtre. Et ça a été comme un choc de comprendre que c'était pas pour eux quelque chose qui était envisageable, mais aussi qui était important. Et c'est là que j'ai découvert que ce qu'il y avait de plus fort ou de plus intéressant pour ceux qui étaient au pouvoir, c'était l'économie, les bateaux de pêche, puis pas mal ça. C'était vraiment ça qui était pour eux. Mais personne ne pensait à justement toute la nécessité de reconquérir son territoire, reconquérir son identité, sa langue. Fait que là, c'est là que j'ai eu le désir d'écrire mon premier spectacle, qui est Wolastoq, qui est vraiment, comme je dirais, un petit clin d'œil sur ma communauté. C'est un texte qui est quand même un peu... il est dur, c'est dramatique, mais on rit. Mais on rit un peu jaune parce que c'est de l'humour noir. Mais on voit toute la pauvreté de cette famille-là. C'est la famille Mictouche qui se retrouve à chaque année sur le bord de l'autoroute 185 entre le Québec et le Nouveau-Brunswick
devant une clôture pour revendiquer le territoire qui est derrière la clôture. Mm-hmm. On va le faire avec de l'eau. Je me sens un peu perdu face à tout ça. La réclamation territoriale des Madamecs, ça fait pas les grosses nouvelles, hein? Ouais, me semble. Puis là, ben, on suit cette famille-là pendant une journée, puis on se rend compte qu'ils sont tellement pathétiques, mais... Puis là, la mère qui essaie de faire une cérémonie, puis qui n'est pas capable parce que elle sait pas comment faire ça. Puis là, elle est allée prendre des cours au Wisconsin, aux États-Unis, pour revenir avec ces cérémonies. Ça, c'était ce côté-là pauvre que j'ai mis en place, que j'ai écrit. Fait que c'est ça qui m'a donné le goût d'écrire mon premier texte. Puis après ça, ça l'a... toute la question, justement, de l'identité, le lien avec le territoire, la langue, c'est ça qui est arrivé plus tard dans mes écrits. Mais mon premier texte, c'est comme ça que ça m'a donné le goût d'écrire. Ouais. C'est intéressant parce que, justement, quand j'ai lu ce texte-là, c'était tellement une vision différente que ce que je disais d'habitude, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment comme une autre version de la situation, tu sais. Ouais. Puis, mais depuis, est-ce que ta vision a changé ou du moins, est-ce que ça t'intéresse? Je sais pas comment dire. Peut-être est-ce qu'il y a une façon différente que tu as envie d'aborder ces enjeux-là? Ou c'est encore un... Ben là, je dirais qu'il y a vraiment un chemin qui a été défriché avec les années. On a vraiment pris... on a pris acte, je pense, de plusieurs réflexions, plusieurs questionnements de la communauté. Et il y a un développement, qui y a eu un boom vraiment culturel, économique dans ma communauté où on a pris connaissance de beaucoup de choses. Mm-hmm. Puis on s'est rendu compte de la nécessité, justement, de retrouver ce territoire-là, retrouver la langue, puis d'être fier d'être Wolastoqey au Québec. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Donc, on n'est plus vraiment dans ce questionnement-là que j'avais quand j'ai écrit mon premier texte en 2008. Mais ça fait partie de moi, je pense, de toujours remettre en question la politique. Ouais, je suis quelqu'un de très politique, mais j'essaie de garder ça pour moi. Je ne suis pas très réseaux sociaux politiquement. Puis c'est quelque chose que... j'avais mentionné quand je suis arrivé en poste chez Ondinoc, parce que Yves et Catherine, c'était des gens qui étaient quand même très, très forts politiquement. Ils n'avaient pas peur d'aller au devant de la scène, aller au front, puis revendiquer le sous-financement des compagnies autochtones, prendre position sur certains sujets. Et quand je suis arrivé en poste, j'ai dit « Moi, je suis pas comme ça. » Je vais me garder une petite gêne et j'aime mieux parler de ces enjeux politiques-là dans mes textes que de le faire sur les réseaux sociaux ou dans des endroits. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour ça. Puis la seule raison pourquoi je le fais pas, c'est que je suis quelqu'un de très impulsif. Et très, très impulsif et aussi très, très engagé. Et parfois, ça fait des cocktails explosifs. Ouais. Alors, on peut, sur le coup de l'émotion, puis après ça, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens d'écrire? Et ça, c'est la maturité. Comme tu te connais assez pour te faire comme une protection. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui me le disent de ne pas le faire. Qui me le répètent. Oh, va pas là! Va pas là! J'ai vu quelque chose cette semaine. Oui. Que maintenant au Québec, que ça va être obligatoire de faire lire du théâtre autochtone. Ouais, j'ai cru voir ça aussi. Ouais. J'ai pas pris connaissance de tout, mais il va falloir que je replonge là-dedans, mais c'est une très belle initiative. Mais oui. Très belle initiative. Parce que, tu sais, c'est vraiment... Le cursus scolaire au Québec, c'est vraiment comme préétabli. Fait que le fait de l'obliger... Bon, mais j'espère que les gens... Ouais, mais j'espère que ce sera pas juste des romans. Ouais. Qu'on va lire le théâtre aussi. Mais oui.
Là, il va y en avoir une coupe de toi, là, quand même. Ben, T'en as beaucoup. j'ai cette chance-là que mon Ouais. théâtre est étudié. Mhm. Je suis toujours surpris de savoir qu'il y a des universités, qu'il y a des profs qui font travailler les élèves à partir de mes textes. Pour moi, ça c'est une réussite de mon parcours. Ouais. Parce que oui, on crée du théâtre pour que ça soit joué, mais que ça réussit à vivre plus tard, puis que ça continue, puis que les gens analysent tes textes, ça c'est pour moi c'est vraiment quelque chose de très honorifique. Ouais, j'avais lu que justement, toi, ce qui t'intéressait, c'est que les gens ils réfléchissent à ta pièce après. À faire Beaucoup. comme qu'est-ce que j'ai vu Oui. hier, tu sais. Oui, oui. Oui. Puis tu sais, je dis tout le temps que je suis un auteur, mais je suis pas un auteur de texte. Je suis un auteur de sentiments, de ressentis. Je suis un auteur d'images. Donc, c'est sûr que si tu prends un texte de Dave Janis versus un texte d'un grand auteur de mots, puis tu les mets dans un concours, il y a des bonnes chances que Dave Janis ne gagne pas le concours parce que il y a une forme d'écriture qui n'est pas une écriture très, comment je pourrais dire, très littéraire en fait. Mm. Et puis ça fait partie de ma démarche, puis ça fait partie de ma façon d'écrire qui est propre à moi. Puis ça, je suis bien en paix avec ça. On sait jamais, peut-être que je vais gagner un jour quelque chose, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment que, comme tu dis, quand les gens viennent, ils font « Hey, qu'est-ce que j'ai vu? C'est donc bien spécial. C'était lent, ce spectacle-là. Il y avait des moments de silence qui n'en finissaient plus. Il y avait des malaises, il y avait des cérémonies au début. Qu'est-ce que... Donc, ouais. Fait que c'est toujours dur d'écrire ça dans un texte. Ouais, parce que c'était une image, mais comment Ben après oui. tu le... Oui. Puis là, tu sais, quelqu'un qui lit ton texte de théâtre, tu sais, Wolusteck, là, c'était un bon exemple. Tu lis le texte, tu fais « OK, c'est correct. » Parce que moi, je l'ai déjà relu, là, dernièrement. Je suis tombé sur mon livre, puis là, j'ai fait « Ah, je reparlerai ça. » Puis là, je me rends compte que c'est mon premier texte. Il y a beaucoup de faiblesses. Il y a des belles affaires. Mais tu lis ça, tu fais « Aïe, aïe, aïe. » C'est bien simple, là. C'est ordinaire comme texte. Mais il y avait quelque chose de fort sur la scène quand on jouait. Juste déjà, la clôture qui faisait la largeur de la scène au complet, qui mesurait 10 pieds de haut, qui restait fermée tout le long. Puis nous, on jouait derrière cette clôture-là. C'est comme si on était des animaux dans une cage, puis que les spectateurs venaient nous voir, puis ils regardaient ces animaux-là se disputer. On avait là une gang de singes en arrière de la clôture. Ouais. Mais ça, c'était puissant, là. Tu peux pas décrire ça dans ton livre par tes écrits. Tu peux juste dire, oui, il y a une clôture. Mais si les gens, ils l'ont pas vu. Ouais. Donc, fait que il y a toujours une façon d'écrire les didascalies qui... Puis tu sais, veux pas, je suis un metteur en scène. Fait que j'ai écrit des didascalies qui donnent beaucoup de directives, mais... C'est pas toujours évident. Mais les deux sont ensemble, veux pas, tu sais. Parce que j'imagine quand t'écris, t'as des images aussi. Oui, beaucoup. C'est ça. Beaucoup. Ouais. Puis moi, j'ai tendance à jouer mes rôles. Fait que tu sais exactement quoi. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait parler dans ma tête. Ah non, il peut pas dire ça comme ça. Ah non, il peut dire... Ah, lui, il peut dire ça comme ça. Puis j'écris souvent en imaginant des gens... déjà que j'aimerais qu'il soit dans ce rôle-là. Fait que ça l'aide aussi dans le côté de l'énergie du personnage. Yep. Justement, dans Delphine, Rêve toujours, mais il y avait... j'avais été le voir, puis aussi tout le côté cérémonial et des tambours. Il y a quelque chose aussi de précieux de pouvoir assister à ça, de pouvoir voir aussi le contact avec les animaux. Oui. Ben oui, ça fait partie de ma démarche d'écriture. On voyait pas ça dans le premier texte. C'est venu un peu plus tard, avec le tambour du temps, Pokouolé, le tambour du temps, qui était un texte en un acte où un jeune garçon
retourne au camp de chasse. Puis il y a la visite d'un homme ours, puis du grand-père qui est un grand-père loup. Donc, à partir de là, j'ai embarqué dans cette philosophie-là, mais cette image-là de l'être humain qui possède une âme animale. Donc, quand il y a des animaux dans mes textes, ça ne veut pas dire qu'ils sont habillés nécessairement tous en animal. Ouais. Mais c'est une partie d'eux, en fait. C'est comme des animaux totems ou une autre? Ouais, on pourrait voir ça comme ça. On pourrait voir ça comme ça. C'est d'essayer de s'imaginer comment l'animal pourrait réagir dans telle situation, mais en gardant cette physionomie d'humain-là. Puis, dans Delphine, ben là, vu que c'est un texte plus jeune public, là, on entre dans un univers où on n'a pas vraiment le choix de travestir un peu l'acteur avec certaines parcelles de costume qui peut rappeler un animal. Ouais. Mais si on parle, exemple, de mon texte, La cendre de ses os, il y avait l'homme ours qui était le père. Ben, c'était ça. C'était juste une métaphore, en fait. Ouais. L'homme ours, c'était le père, mais c'était aussi le gardien. C'était le gardien de ce territoire-là, de cette famille-là. Mais en aucun temps, on voit que c'est un ours. Là. Ouais, c'est juste une façon de diriger aussi. C'est une façon de diriger l'acteur. Ça lui donne une autre image. Oui, ça lui donne une autre image. Ouais. Toi, si t'étais un animal, tu serais quoi? Je pense que je serais un caribou. Ouais. Puis là, tu vas me demander pourquoi. Ben oui. Pour la liberté de déplacement. Ouais. Se déplacer d'un endroit à l'autre. Ben, je pourrais te dire un loup aussi, parce qu'un loup, ça... un loup, c'est parfois solitaire, mais ça a besoin des autres pour vivre. Ouais. Donc, je suis quelqu'un de très solitaire, mais qui aime beaucoup être entouré. Ça fait partie de ma vie. Quand je travaille au théâtre, j'aime beaucoup me retrouver dans une salle de répétition avec plein de monde. Ouais. Parce que j'ai été longtemps toute seule à écrire. Ouais, fait que c'est ça. J'ai des moments solitaires, mais c'est vraiment le caribou parce que il se déplace partout. On retrouve beaucoup le fleuve dans mes écritures. Mais ça fait partie aussi de ta communauté, non? Ça fait partie de ma communauté, ça fait partie de ma vie. Ben oui. Je suis né à Trois-Pistoles, mais après ça, quand j'étais plus jeune, on a déménagé sur le bord du fleuve en campagne, entre Trois-Pistoles et l'île Verte. Okay. Et donc, puis ça faisait partie de mes journées, de prendre mon vélo, rouler, puis aller jouer à côté de l'eau, puis de revenir à la maison. Il y avait une forme de liberté qu'on avait à cette époque-là, que peut-être qu'on a moins aujourd'hui, de pouvoir partir, puis que nos parents ne nous cherchent pas. Vraiment, cette liberté-là d'aller sur le bord de l'eau, puis... mais je suis un gars de bois, mais je suis un gars d'eau aussi. OK. Mais pas un gars de bateau. J'ai pas le pied marin. On te verra pas sur un voilier, là. Non. J'ai des expériences qui sont pas très plaisantes. Ah oui? T'as fait du bateau? Oh, my. Mais oui, on peut y revenir, là, mais... OK, on va y aller juste un petit peu. Je suis au Mexique, puis là, j'ai le goût de faire un tour de bateau pour aller faire de la plongée en apnée, mais oublie ça! J'ai vomi tout le long, j'ai resté dans l'escalier, j'ai même pas été dans l'eau. J'étais dans l'escalier, puis je vomissais ma vie. Tu vois pas bien les poissons dans ça. Non! Fait que là, c'était un 50$ US lancé dans les airs. Oups! Et le fleuve, ben ça me manque. J'essaie d'y retourner au moins une fois ou deux par année dans la famille. Je suis allé cet été. Wow. Mais c'est magnifique. Oui, j'ai encore de la famille. Je suis chanceux. J'ai de la famille là-bas. J'ai ma grand-maman maternelle qui est encore là-bas, qui a 103 ans. Wow. Qui
qui est une force de la nature, mais là, qui commence à en perdre beaucoup. Donc, l'auditif est en train de disparaître. Là. Fait que là, ça devient de plus en plus difficile de communiquer. Mais elle a toute sa tête. C'est formidable. On peut avoir encore des discussions, mais il faut vraiment se coller sur elle pour parler. Là. Mais elle a toute sa tête. C'est fou. Ouais. Mais ouais, des fois, je me dis, tu sais, si j'avais une super carrière d'acteur de télé qui est capable d'avoir 2-3 maisons, c'est sûr que j'aurais un pied à terre dans le bas du fleuve, puis je pourrais y retourner plus souvent. Ouais. Puis c'est quoi ton rapport justement à la mort? Tu parlais de que tu la vois de plus en plus perdre des parties, tu sais. Je pense que tout le monde se reconnaît avec ses grands-parents de voir ça. Bah, j'ai déjà été beaucoup plus téméraire dans ma vie. J'ai déjà jamais pensé à cette réflexion-là. Puis on dirait que quand on vieillit, ça vient vers nous automatiquement. Je sais pas pourquoi. Puis quand on a des enfants aussi, on fait OK. Mais je veux pas mourir. Ça, je le sais. Mais je sais qu'évidemment, ça va arriver un jour. J'étais un peu peureux avec ça. En fait, ce que je veux pas, il y a 2 choses. Moi, j'ai perdu mon père en 2008. Il est mort dans son sommeil. Oui, on peut considérer que c'est une belle mort, mais c'est une mort foutument rapide. Là. Ouais. Puis il était venu voir au Le Steak. Il est mort 2 semaines après. C'était le premier spectacle qu'il venait de voir de moi. Puis mon père et moi, on avait une relation quand même houleuse. Puis on commençait à reprendre contact ensemble, tu sais. Alors, évidemment que ça m'a fait un choc. Fait que des fois, je me dis, je veux pas mourir de même, rapide comme ça. Mais je veux pas mourir malade non plus. Puis tout le monde le sait autour de moi qu'il n'y a pas question que j'aille dans un CHSLD ou dans un hôpital où... vous allez trouver une façon de faire en sorte que je reste pas là malade ou handicapé ou peu importe. Là. Ouais. Donc, mais c'est drôle, dernièrement, là, j'ai comme eu des petites craintes avant de faire des courses. Là. Puis là, je fais, hey, ça va faire, il faut que je m'enlève ça de la tête, là, commencer à avoir peur de péter une crise de cœur en courant. Je sais pas, on dirait qu'il y a plein de monde de 30, 40 ans qui meurent du cœur, qui n'ont jamais eu de problème, puis là, ils font des courses, puis là, arrêt cardiaque. Là. Je dis, OK, c'est donc bien bizarre, ça. Ouais. Ça me passe par la tête. Oui. Fait que, ouais, mais j'essaie de pas de penser à ça, là, parce que... Mais oui. Parce que ton corps est entraîné aussi, tu sais. Oui, mon corps est entraîné, mais, tu sais, la vie, on sait jamais qu'est-ce que... Ouais. On sait jamais ce que ça l'apporte. Tu sais, de voir comme un parent aussi, que tu t'attends pas ou ce que ça arrive aussi vite. Oui. Il y a Non, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça, puis... Mon père, c'était quelqu'un qui était très blagueur, mais qui pouvait être très silencieux aussi. Des fois, on pouvait juste être ensemble puis rien dire, puis c'était bien correct, là. Puis je m'en souviens, à cette époque-là, j'habitais à Montréal, puis ça commençait un peu, là, ma carrière de comédien. Mais je gagnais pas des salaires de fou, là. Puis mon père gagne des salaires ouais, c'est ça. Ben, je suis chanceux, je gagne quand même bien ma vie, mais je gagne pas des salaires de fou, mais je gagne bien ma vie. Parce que je fais plein d'affaires. C'est ça aussi, c'est la réalité d'être un artiste au Québec, là. Mais la dernière chose que mon père a faite, c'est qu'il m'a emmené dans le salon et fait « Tiens, prends ça. » Il m'a donné comme 40$, puis tu mettras du gaz dans ton char. C'est la dernière affaire qu'il m'a dit, vraiment. Wow. Puis après ça, il s'en retournait chez lui, il retournait à Trois-Pistoles, puis je l'ai pas revu après. Wow. C'est vous. Ouais. Fait que c'est un 40$ bien investi. Est-ce que comme t'es capable de
Parce que, tu sais, je sais pas c'est quoi ta spiritualité, mais est-ce que tu as déjà essayé d'entrer en contact avec lui ou en... Hey, je l'ai vu longtemps dans mes rêves Ah après. ouais. Ouais. Jusqu'à temps que j'ai dit... Ben, en fait, dans la centre de ses eaux, il y a une section où... en fait, c'est le début du show. Il parle à son père. Ben, c'est pas mal ce que j'ai vécu. Ah ouais. Puis, à un moment donné, j'ai dit... Hey, t'aurais pas le goût de m'appeler une fois de temps en temps? Ben ça, c'est un rêve que je faisais. C'est que mon père m'appelait, puis je parlais avec, comme j'avais jamais parlé, mais on parlait au téléphone dans mon rêve. C'est intéressant. Puis il me disait plein d'affaires. Puis dans le texte, j'ai écrit ça. Hey, ça te tente pas de m'appeler une fois de temps en temps, juste pour me dire que tu m'aimes, que t'es encore là. Puis à un moment donné, ben je vais te dire, c'est assez. Ben, c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, j'ai fait OK, là, faut que tu décroches. Tu peux partir, va-t'en. Fait que j'ai arrêté. Puis là, des fois, je rêve encore, mais c'est très, très rare. Très, très rare. Est-ce que tu t'ennuies de ça ou t'es en paix avec ça? Ouais, je suis en paix avec ça. Ouais. Mais ça a été dur. Peut-être parce que justement, il est parti vite. J'avais encore des choses à dire. C'est ça. C'est pas comme quelqu'un qui meurt, mais qui est malade. Tu sais, au moins, tu peux te rapprocher de cette personne-là le temps qu'elle est malade. Ouais. Ça fait que... Mais là, c'est correct, ça va. Là. Mais ça a pris un bon 3-4 ans facile. Là. Ah, j'avais des crises de larmes des fois, ça menait de nulle part. Là, je pouvais pleurer là, intense là, pendant 10 minutes, là, comme un enfant, là, un gros chaud de larmes. OK, après ça, c'était fini. Mais j'ai écrit ça dans le texte aussi. J'ai encore des crises de larmes. Après 5 minutes, c'est fini. C'est bien, tu vis l'émotion, tu sais, à 100%, tu sais. Ah! Si ton corps, il fait juste évacuer, tu sais. Il y a un truc qui va pas, puis il évacue direct, tu sais. Ouais. Je pense que c'est mieux ça que quelqu'un qui retient. Mais je suis quelqu'un qui est très... je suis très émotionnel. Je suis dans mes émotions beaucoup. Fait que ça me fait pas ça me fait pas rien de cacher ça. De pas cacher ça, en fait. De pleurer. Mais je me souviens, la journée qu'il est mort, c'est ma mère était à la maison. Elle était venue me voir. Puis c'est elle qui a pris l'appel de la copine de mon père. Puis elle est venue me voir. Puis j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Fait que là, ma mère, cette journée-là est partie. Puis là, j'ai dit, OK, ça va être une journée comme les autres. Faut rien changer. Puis là, je sors de la maison. Je m'étais fait voler mes capes de roue. Écoute, là, c'était comme... Non, yes. Puis là, toute la journée, ma copine de l'époque, elle me disait, ça va. Je disais, oh, oui, ça va, on fait comme si de rien n'était. Fait que là, on s'en allait. Puis là, comme, une fois de temps en temps, arrête de pleurer. Puis je sais qu'on avait on était partis faire du patin, du rollerblade, des patins à roues alignés. Puis là, j'avais des crises de larmes pendant que je faisais du patin. En tout cas, n'importe quoi. Mais, mais c'est ça. Le deuil se vit de plusieurs façons. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a changé ton rapport avec justement ta fille? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. La transmission de ce que je sais maintenant, de la communauté, de la culture, transmission du théâtre aussi, de ma vision de la vie, de la spiritualité. J'essaie d'inculquer ça à ma fille. J'ai essayé de le faire le mieux que j'ai pu. J'ai été quand même un papa qui... Je suis encore un papa très attentif. Je suis un papa assez aimant, démonstratif. Chose que mon père était pas démonstratif dans son amour avec moi. Je pense que ça venait d'une génération aussi, là. Moi, je me suis jamais caché de ça. Puis, ouais. Mais là, à 14 ans, c'est rendu une ado. Ouais. Mais une bonne ado. Je suis vraiment fier de ma fille qui grandit très bien puis qui est en concentration en dramatique en 3e secondaire. Donc, je sais pas si ça va faire ça dans la vie, mais je lui ai dit, fais ce que tu as à faire.
ça va être utile dans ta vie, dans n'importe quel domaine, d'avoir fait ça. Ouais. Parce que ça te permet de t'exprimer, ça te permet de prendre confiance en toi, d'être en avant, de prendre parole. Ouais. Fait que... Mais c'est ça, j'essaie d'être le plus présent possible, même si malheureusement je suis séparé de sa maman puis que j'ai pas la garde complète. J'essaie quand même d'être un bon papa, d'être présent. Mais à cette heure, avec la technologie, c'est qu'on peut faire des FaceTime puis se parler beaucoup. C'est le fun pour ça. T'sais. Ah, t'as-tu suivi justement dans des tournées ou dans des... Ah oui, beaucoup. Ah ouais? Oui, à l'époque, j'habitais justement en Outaouais, là, à Ottawa-Gatineau, puis je jouais au théâtre, puis des fois, je l'amenais avec moi en salle de répétition. Elle m'a vu jouer beaucoup quand j'étais jeune. Oh. Quand t'étais jeune, pardon, pas moi. Ben oui, j'étais jeune aussi, là, mais... ouais. J'aimais ça, l'amener avec moi. Oui, c'était le fun. Mais oui, tu lui partages ton univers. Ouais. C'est sûr que ça l'a marqué. Là. Oui. Petite gorgée. T'es-tu prêt pour des activités... Qu'est-ce que... oui, faut que je jongle. Ah, des cartes? Je vais te passer des cartes. Puis là, chacune d'elles est avec une chose. Oui. Là, fais comme si c'est pas sorti du Ziploc, OK? Donc, fait que chacune de ces cartes-là, il y a des questions reliées. Fait que choisis, puis si, mettons, il n'y en a aucune qui t'intéresse, là, tu peux choisir aussi la tête de mort en argent. Une tête de mort. Fait que tu peux choisir celle qui t'interpelle le plus. OK. C'est la première étape. Ils ont pas mal toutes des têtes de mort aussi, tu sais, mais ils signifient toutes des Ça choses. me dit quelque chose, ça, ces cartes-là. Ah. Dans les petites fleurs. Oh, pourquoi? Ben, c'est beau. Mais c'est drôle. Oh, faut pas que tu Ah non, j'ai pas eu le temps. Ça va être le fun. Non, ça marchera pas. Ça va être très le fun. Fait que là, ça, justement, c'est une jambe. C'est intéressant parce que c'est une question qui était reliée. Ah ben oui, toi, c'est un pied, je viens de voir, là. Mais oui, c'est toute une jambe. Mais oui, c'est tout le tibia, le genou et le pied. Fait que la question par rapport à ça, c'était ça. Ben, c'est drôle parce que c'est relié quand même à la course, tu sais. Mais c'était quoi ton rapport à ton corps? Et wow! Il change. Mais comme tout dans la vie, tu sais. Ouais. Ouais. Il change. Je dirais, d'une bonne façon. J'ai déjà été beaucoup moins en forme, beaucoup moins, je dirais, fort physiquement. Ouais. Fait que depuis, là, ça va faire 5 ans que j'ai mon entraîneur de course, donc ça paraît. Ça paraît dans mon physique, ça paraît dans ma forme, ça paraît dans mon mental, ça paraît comment je me sens aussi. Même ta posture. Depuis tantôt, je suis comme, t'es vraiment droit, là. Ah ouais, je suis droit. Comme, Ben, j'ai tendance des fois à faire ça, mais quand on fait trop de bureau, là, mais ça paraît, tu sais, que tu te sens actif, tu sais. Oui, j'essaie de plus possible. Puis des fois, je fais des réunions d'équipe, là. Puis après 45 minutes, je me lève. Je fais, continuer, c'est pas parce que c'est plate, c'est que j'ai besoin de me lever. Ouais. Mais c'est sûr que j'avance en âge, c'est sûr que le corps, à un moment donné, il va diminuer de force, tout ça, mais j'essaie de pas trop penser à ça. Ouais. Mais je pense que j'ai jamais été aussi en forme et aussi fort J'étais même pas comme ça quand j'avais 20 ans. Wow. J'ai ça. Je pense que la volonté aussi c'est peut-être à l'intérieur de moi, j'ai peut-être cette folie-là de vouloir rester jeune. Mais t'as l'air jeune. Là. Oui. Hey, je suis tombée Il y a sur beaucoup de monde qui dit ça. Mais t'es jeune encore. Mais quand j'ai vu ton âge, j'étais genre, c'est impossible. Tu sais, j'ai vu la date que t'es né, tu sais. J'étais comme, ben non, c'est pas possible. Comme t'es jeune, là.
Genre, ça doit aussi être dans ta lumière, dans tes yeux, tu sais, ce côté-là de... Le théâtre? philosophie. Oui, ben le théâtre me garde jeune, je pense. Hmm. D'écrire pour les jeunes aussi. Écrire pour le jeune public, ça me garde jeune. La course me garde jeune. Ouais. Je suis quelqu'un qui s'émerveille à plein de choses simples. Hmm. Un feu d'artifice, comme je t'ai dit, en voyage, je marche, puis je suis toujours en train de regarder partout, je suis émerveillé. Ouais. Fait que ça, je pense que ça garde jeune Mais oui. aussi. Mais je pense que comme le fait que tu as ce cœur jeune-là t'amène cet émerveillement-là, tu sais. Ça veut dire que tu es dans le moment présent, tu sais. Hey, ça, c'est vrai. C'est bon, ça. Ouais, c'est un conseil. ça. Vive le moment présent. Mhm. Au jour le jour. C'est quelque chose que j'ai appris avec l'âge. Mhm. C'est sûr que c'est pas facile. On a tellement de défis comme humains présentement dans nos vies sur la planète. Ça bouge, ça grouille, c'est difficile. Économiquement, politiquement, les guerres, tout ça. Mais écoute, il faut tellement... Peut-être que ça peut paraître égocentrique, mais il faut tellement focusser sur soi à un moment donné, vivre au jour le jour et sans oublier les autres. Mais si on est toujours en train de vouloir, comment je pourrais dire, tu sais, de s'accrocher, de vouloir aider tout le monde, à un moment donné, on s'épuise, puis on pense plus à nous, on s'oublie, puis ça fait qu'on s'éteint. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on pense pas à l'autre. Non. On y pense à l'autre, mais il faut prendre un moment pour soi puis vivre au jour le jour. Puis c'est en vivant au jour le jour, c'est en vivant avec cette petite lumière-là Mhm. que je pense que j'ai, comme tu viens de dire, qui fait que les gens viennent vers toi. Mhm. Parce que si tu es malheureux, ça se sent, t'as pas le goût d'aller vers ces gens-là. Tu sais, il y a Ouais. des gens qui ont une drôle d'énergie, puis tu sais, ils viennent te gruger ton énergie, là. Ouais. Ça, tu veux pas ça, là, dans ta vie, là. Ouais. Tu t'éloignes de ça. T'as-tu de la misère à couper justement des relations quand tu commences à sentir que ça te pèse, tu sais? Je suis chanceux. J'ai jamais eu à prendre de décision, à faire, hey, là, tu vois, ça s'est comme fait tout seul. Puis je pourrais dire que ça se compte vraiment sur une main, là. Ah ouais. J'ai jamais eu vraiment de relation toxique ou d'amitié toxique où tu fais, aïe, aïe, non, je veux pas être là-dedans. Ouais. On dirait que ça se fait tout seul. C'est comme... ouais. Ça serait quoi ton plus gros rêve? Là, j'ai comme plein de questions. J'ai comme... Ça, on va le mettre sur pause parce que ça m'éveille d'autres questions. Mais Mon plus grand rêve... ouais, à ce jour, mettons, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Il y en a tellement. Ah, c'est bon, ça! Ça donne une drive pour vivre, là. Ben, il y en a 3. Ouais, ben, plusieurs. Yeah! OK. Courir dans un autre décor, dans un autre pays, ça c'est... Mais dans une compétition, ça c'est sûr et certain. Ça fait partie de mes rêves. Ben, il y a quelques années, j'étais censé partir en Norvège. J'étais célibataire dans ce temps-là, j'étais tout seul, puis là, est arrivée la fameuse cochonnerie là, de virus qui nous a empêchés de voyager. Fait que j'ai été obligé de mettre mon voyage à l'eau, mais j'étais censé partir en Norvège pour aller courir. Ah Puis, ouais. alors ça, c'est quelque chose qui est encore dans mes plans. C'est un de mes rêves, c'est d'aller courir en Norvège. Wow. Deuxième, c'est d'apprendre l'allemand. C'est pas facile, j'essaie. Oh. Troisième, ben, c'est de poursuivre ma transmission, être un vecteur de passion, puis d'avancer en santé, là, en âge. Mhm. Je sais pas, Bon, c'est assez simple. Mhm. Je suis simple dans la vie quand même, là. J'ai pas de...
Puis, peut-être un rêve caché, c'est j'aimerais beaucoup pouvoir faire exercer mon métier, mais ailleurs aussi. Oui. J'aimerais beaucoup aller ailleurs. J'aimerais ça en Europe. Mais là, cette année, ça. Ben ça oui, je fais des permet de contacts, travailler. mais peut-être pas pour jouer, mais peut-être enseigner, c'est ça. Je suis là-dedans, là. J'ai vraiment le goût d'enseigner. Wow. Ouais. Mais là, je te souhaite tout ça. Hein? Je te souhaite que ça se réalise tout. Oui. C'est tous des trucs atteignables, moi, j'y crois. Ben, je pense que oui. Mais oui, Je pense que oui. ouais. Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune artiste qui a vraiment le rêve d'écrire, mais qui ne sait pas si son histoire est assez importante, comme qui ne se sent pas assez grand pour avoir le culot d'écrire, mais qui voudrait quand même faire ça? Ben, en fait, je pourrais dire que c'est moi. C'est ça qui est arrivé en 2008. Je pensais pas que je pouvais écrire. Et quand... C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir Ondinoc. Je suis arrivé chez Yves et Catherine, j'ai dit, j'ai le goût d'écrire. Je veux écrire. Est-ce que vous voulez m'aider, en fait? Alors, je pense que aujourd'hui, n'importe qui veut écrire a les outils pour le faire. Pas nécessairement les outils, peut-être plus des connexions. Mais écrire, pour moi, c'est un exercice de tous les jours, en fait. Il faut essayer d'écrire à tous les jours. Surtout si tu écris un texte, là. Même si ça n'a pas de lien, tu écris, ça devient comme un mécanisme. Puis c'est ça, en 2008, j'avais le goût d'écrire, puis je me disais, je ne suis pas un auteur. Puis quand je suis arrivé avec cette idée-là, ils m'ont dit, ben oui, pourquoi pas? Ah. Fait que là, je fais, ah ouais? Vous pensez que... Ben, puis là, j'aurais parlé de mon sujet, de ma communauté, de la pauvreté de la communauté. Ils ont fait, oui, on va t'appuyer là-dedans. Fait que j'ai fait une demande de sub à l'époque pour écrire. Et j'ai été appuyé par Ondinoc, par la lettre. Puis il disait, ben nous, on veut aider un nouvel auteur. Puis j'avais eu une subvention. Ça a été ma première subvention d'écriture. Fait que je me suis permis... J'ai pu écrire pendant 1 an sans me casser la tête. Sans me casser la tête. C'est trop chouette. Mais il faut tellement pas écouter les autres autour de soi qui disent « Ah, non, tu peux pas faire ça. Ah, non, t'as pas de talent pour ça. » Écoute, si tu veux vraiment écrire, t'écris. T'écris, puis il faut... Tu sais, c'est quelque chose qui est difficile, mais... puis ça fait partie de ce que j'ai appris chez Ondinoc, qu'il faut jamais se juger. Faut pas juger tout de suite au départ. « Ah non, c'est pas bon ce que j'écris. » Ben, si tu fais ça, ben, t'avanceras pas. Peut-être que tu penses que c'est pas bon, comme je disais tantôt. Mais ça peut peut-être te servir après, plus tard, dans un autre texte. Ouais. C'est Je sais vrai. pas. Mais donc, les gens qui veulent écrire, il faut qu'ils le fassent. Ils écrivent, ils prennent... Il y a une forme de liberté aussi à écrire. Ce serait quoi, justement, en regardant ton parcours, tu sais, puis en étant maintenant, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les choses que tu dirais aux jeunes artistes, tu sais, des conseils en regardant en arrière, tu sais. Des bons coups, des mauvais coups, des choses à... Écoute, il faut tellement être passionné pour faire ce qu'on fait. Il faut vraiment y croire. Ah, moi, j'aurais pu décrocher 1000 fois. Je veux dire, d'essayer à l'école de théâtre 3 fois, de ne pas être accepté. Puis, tu sais, de dire, hey, il y a quand même 3 personnes qui sont en avant de moi, qui te jugent, puis que c'est eux autres qui décident de ton avenir. Non, il n'y en a pas question. Je vais réussir d'une autre manière. Ça sera peut-être pas facile. Le chemin va être plus ardu, mais il va arriver quelque chose. Ouais. Ah, il faut croire aussi à ce qu'on a. Il faut croire à la vie. Puis je pense qu'il y a des choses qui se placent aussi dans notre vie. J'ai eu cette chance-là de rencontrer Ondinoc par l'entremise d'un atelier de théâtre. Et là, ça a éveillé quelque chose. Ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est l'autre chemin que j'ai pris. J'ai pas pris le chemin des écoles. Mais le plus grand
Conseil? Conseil, voilà. Ah. Ou le plus grand outil, c'est de ne jamais douter. Je n'ai jamais douté de son talent. Puis c'est ça, de foncer. Ouais. Mais sinon, si tu écoutes certaines personnes autour de toi puis ils disent tu devrais pas faire ça, non. Ben ça peut te briser, ça peut briser des rêves. Ouais. Moi, si j'avais écouté des gens autour de moi, je ferais pas ça. Ah ouais. Ben oui, parce que plein de monde qui disait non, fais pas ça. Dont mon père. Mon père était pas très, très chaud à l'idée que je sois un acteur. Non. Mais là, il doit être fier. Ah ben là, il doit être fier. Il me regarde sur moi d'en haut, là. Il doit être fier. Mais quand il est venu voir Woolustech, je me souviens après, il est venu me voir, puis il m'a dit « OK, je comprends là ce que tu fais. » Puis c'est après, plus tard, quand... C'est ça, mon père est décédé. Là, j'ai vu plein de monde qui le connaissait, puis ça venait me voir, puis il me disait « Hey, ton père était fier de toi, il était fier il arrêtait pas de parler de ce que tu faisais. » Je disais « Ah ben, tiens donc, ouais. » Il voulait pas me le dire à moi, mais il le disait aux autres. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est fou comme on sait pas ce que les gens disent non plus, tu sais. On a comme... T'as la rencontre, ce qui se passe entre, mais après, ce que les gens disent, tu le sais pas. Comme là, mettons, lui, il dit une chose, mais tu sais pas qu'en arrière, il est en train de dire à tout le monde comme qu'il était incroyable. Ouais. Il y a sûrement du monde qui parle de moi en bien. Il y a sûrement du monde qui m'aime pas. Mais c'est être humain aussi. C'est ça. C'est ça. C'est leur affaire. Bon, fait que là, l'activité. Oui. Qui était... je vais te la laisser la lire parce que c'est très, très drôle. Ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est quoi? Non. Et là là. Création de boucles d'oreilles et bijoux artisanaux. Alors. Aïe, aïe, aïe. Tu m'avais dit, Dave, on va aller courir 10 km. J'avais fait, OK, oui, super. Ça va être plus facile. Oh, ben on peut courir en faisant ça, hein? Ça pourrait être un concept. Ouais. Créons un collier. Parfait. Je vais aller chercher de la corde. J'ai du macramé. Mais tu sais que pour moi, ça va être un défi parce que j'ai pas de patience. Ah ouais? Non. Attends, on a un macramé. Je pense que... Attends. Bon, s'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie, c'est ça. D'être patient. Alors, c'est tonique, dire. Ouais. C'est plus couleur ou coquillage? Couleur. Parfait. Coquillage, non. Moi et la mer, là. Ouais, fait que, j'ai des grains de café aussi que on peut percer. Ça, c'est une autre passion que j'ai. Le café. Pour vrai? Ouais, ça, c'est ma copine qui m'a initié au café. Parce que moi, avant, je prenais des cafés très italiens, très corsés, là. Ah ouais. Et là, j'ai connu ce qu'on appelle la troisième vague. Donc, des third wave. OK. La vague de lait? Ouais. Les cafés third wave, c'est les cafés plus, disons... je pourrais pas l'expliquer, là, c'est un peu complexe, mais... Avec du lait? Non, il n'y a pas de lait. Non, je sais pas. Ça se dit avec du lait. Non! Lui, il a dit ça, pas moi. Donc, les cafés third wave... C'est difficile à mettre. OK, moi, je vais avec le bleu en premier. C'est pas bleu, ça? Tu sais, le café, c'est comme le vin. Hein? Il y a plusieurs façons de torréfier le café et ça a plusieurs goûts. Ouais. Alors, on peut faire des sessions de cupping. Le cupping, c'est tu essaies du café comme tu essaies du vin. Tu goûtes le café, puis tu fais comme ça. Puis après ça, tu l'avales, puis tu essaies de trouver les goûts différents, les arômes différents. Puis d'un pays à l'autre, c'est
c'est ça. Mais les meilleurs, c'est les Éthiopiens parce que c'est très fruité, c'est très... Mais ça vient de là-bas, le café. Oui, oui, c'est ça. Puis, en tout cas, pour moi, c'est les meilleurs. Donc, le café, c'est ça. On a un petit problème là, au niveau de la corde. On a vraiment un petit problème. Là. Ça va pas très loin. Là. Pas sûr qu'on survivrait dans le bois, moi. Mais du coup, troisième vague de café, c'est comme traiter le café comme on traiterait du vin. Genre. Ben, en fait, c'est la meilleure qui est torréfiée. C'est ça qu'ils appellent la troisième vague. Fait qu'il y a une première vague, une deuxième vague, une troisième vague de torréfication. Puis là, c'est le grain qui craque. Je pourrais pas le dire exactement. Là. Je suis pas sûr que je devrais mettre ça parce que peut-être je me trompe, mais... C'est ça. Bon, on va faire quelque chose avec un fil de pêche qu'on va mettre dans le sapin de Noël. Et voilà. Hey, j'ai une idée. Yes. Alors, le café de troisième vague est un terme principalement utilisé dans l'industrie du café aux États-Unis. Mais les meilleurs cafés sont en Europe. Ben, il y en a beaucoup aussi au Québec. Mettant l'accent sur une qualité supérieure, des fermes d'origine unique et une torréfication légère pour faire ressortir des saveurs distinctives. Voilà. Je sais pas où est-ce que vous avez pris vos cafés, mais... Juste à côté. Ah oui, c'est le fun, cette petite place-là. C'est tout mignon. Là, je te passe le relais, OK? Ouais, c'est passe le relais. Puis je vais chercher une nouvelle information sur le café. Bon, ça, c'est une autre affaire en vieillissant. On voit plus rien! Ah! Ça prend des petites lunettes pour voir de proche. Attends, il y en a avec des gros trous. ça va. Ah, check ça. Lui, il est gros, là. Ah. Non, ça va. Hop. Ah, c'est beau. Je sais pas trop, là. J'ai mis quelque chose... Eh oui. Bon, les couleurs se suivent pas, mais... Mais non, c'est beau. Et voilà. Fun fact. Selon la légende, un berger éthiopien nommé Kaldi a remarqué au IXe siècle que ses chèvres devenaient pleines d'énergie après avoir mangé les fruits rouges d'un arbuste inconnu. Ouh. Intrigué, il a goûté lui-même les baies et a eu le même effet stimulant. C'est ainsi que le café aurait été découvert. Oh! Ah, ben là! Ça, c'est très mignon. Les chèvres! Wow! Ah! C'est ça que ça fait, le café. Ouais. Mais il y en a, j'ai vu, ça les ground. Moi, je prends du café. Ben, moi, là, je prends du café le matin. Ouais. Puis des fois, le soir, je peux prendre un café à 9 h. Puis ça m'empêche pas d'aller me coucher, de dormir. Ouais, moi non plus. Ça me fait rien. Mais j'avais lu que ceux qui ont des cerveaux très... ça fait que ça ground. C'est comme si, au contraire, c'est comme ça te donne une molécule dans ton cerveau qui fait juste te calmer parce qu'il n'est pas à la recherche de cette molécule-là. Genre avec ses idées, tu sais. Ça ground. Tiens. Tada! Voilà! Ah, mais c'est beau! Simple. Puis là, tu fais ça de même. C'est vrai que ça pourrait passer sur un arbre de Noël. Comme ça. Ben ouais. On dirait un collet. Un collet? Pour poigner des lièvres. Il ressemble à ça, tes collets? Non, mais avec la broche, puis là, le petit nœud coulant, là, puis là, le lièvre fait ça de même, là, puis pout, il reste pogné dedans. Mais non. Est-ce que tu fais de la chasse? Non. Pas de chasse. Pas de chasse. Pas de collet de lièvre. Non, pas de chasse. Je suis pas vraiment un chasseur. J'ai déjà été à la chasse avec mon père quand j'étais plus jeune, mais ça n'a jamais été quelque chose qui est resté dans ma vie. Je suis pas un... Et voilà. Wouh! Tédin, tédin. Donc, je suis pas un gars de chasse. Je
suis pas un gars de fusil, je suis pas un gars de 4 roues, je suis pas un gars de skidoo. Je suis pas un gars vraiment de pick-up, de camion. C'est ça. T'es de limousine. Un gars de jambes. Ah ouais, c'est ça, un gars de jambes. De limousine, j'aime bien ça. Ça serait drôle. Hey, non, mais ça, c'est une affaire que j'aime pas. Là. Quand tu vas chez... tu fais des tournages, là, tout le monde se après toi, puis ils viennent te porter toutes sortes d'affaires, puis ils viennent te porter de l'eau, puis tu fais, non, je suis capable d'aller me la chercher, là. J'ai tellement de la misère avec ça, de me faire servir, puis de me faire prendre... comme si j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Ça, je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Tu peux leur faire des petits colliers comme ça pour les remercier en échange. Des petits colliers. Mais merci pour cette belle rencontre. Hey, j'espère qu'on a touché à plein de choses. Ben, c'était... Je sais pas ce que... Dans le sens que... Mais on a touché à plein de choses, là! En mode, tout ce qui est... Je pense que c'est aussi ça qui est le fun, c'est comme ça vient de qu'est-ce qui est... Là, en ce moment, les deux ensemble, ça fait, tu sais. Ouais. Ah, mais attends! Mais là... Question surprise! Ah oui, non, mais attends, là, j'ai même pas posé... Ben, là, tu es en train de laisser ta place au Théâtre Ondinoc. Tu t'en vas, tu t'enlèves la direction. Mais là, qu'est-ce qui t'attend? Parce que c'est quand même gros, là. Mm-hmm. Ouais, j'ai pris cette décision-là cette année, en fait. Ouais. Après 8 ans comme directeur artistique, j'ai décidé que j'avais fait le tour comme directeur, que je pense pour le bien de la compagnie, ça prenait un nouveau souffle. Et puis c'est correct, je suis bien en paix avec ça. Je m'en vais de la direction artistique, mais je m'en vais pas nécessairement de la compagnie. Tu sais, je reste quand même proche de la compagnie. Je vais rester un peu comme un mentor. J'ai encore un projet qui s'en vient en 2026-27, un nouveau texte jeunesse. Donc, mais c'est ça, j'étais un peu fatigué de tout ce qui est plutôt administratif. Puis plus je travaille en salle de répétition, plus je me rends compte que ça c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, mais qu'est-ce qui m'attend? Il y a plein de monde qui me demande ça. Tout le monde est surpris. Ah, tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben non, mais c'est pas en mode panique, c'est plus en mode qu'est-ce qui t'inspire? Oui, qu'est-ce qui m'inspire? Je l'ai dit tantôt, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'inspire, transmettre à l'autre, faire de la mise en scène. C'est le fun de... Puis, j'ai le goût de faire plein de choses qui sont pas reliées nécessairement avec l'autochtonie aussi. J'ai le goût de voir ailleurs. Mais ça restera toujours au fond de moi ma manière d'approcher le théâtre, ma manière d'être, que j'ai appris chez Ondinoc, ce côté autochtone-là de travailler. Mais de faire des mises en scène avec des gens qui sont pas autochtones, ça me tente aussi. J'ai le goût de montrer que je suis un artiste. Avant tout, je suis un artiste autochtone, mais je suis un artiste en premier. Ouais. Puis je suis capable de faire plein de choses. Ben oui. Donc, ça va arriver là au mois de mai qui s'en vient. Au mois de mai 26, je fais une mise en scène à Sherbrooke. Oh. Donc, avec le Théâtre des Petites Lanternes. Un texte d'André Gélineau qui s'appelle M comme des oiseaux. Puis, c'est ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Trop chouette. Ça va être le fun. Trop bien. Ça n'a aucun lien avec les Autochtones. Mais c'est important, ça, le côté de pas tout le temps avoir des étiquettes non plus, tu sais. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très, très présent, je pense, ici, au Québec. Là, c'est qu'on t'étiquette rapidement dans une catégorie. C'est sûr que Dave Jenny, c'est relié à Ondinoc, côté autochtone, mais... on est tellement capable de faire plein d'affaires. Là. Mais oui. Fait que c'est ça, je laisse aller la vie. C'est sûr qu'il y a des doutes, des fois, tu sais. Je me lance un peu dans le vide. Si on parle du côté financier, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser, mais j'ai vraiment confiance à la vie. Je suis quelqu'un qui a toujours eu quelque chose qui est arrivé.
Puis je crains pas pour ça. Voilà. Mot de la fin? Mot de la fin. Espoir. Wow! Merci.